Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Le temps des réformes, introduction. Nous avons développé dans les 4 précédents volumes de cette série la chronique d'une faculté de médecine faisant partie d'une université de province à partir de sa création au début des années 60, et ceci en suivant la carrière d'un professeur de médecine qui notait, analysait, commentait les événements petits et grands et tentait de juger ses collègues et les universitaires. Nous avons décrit la création de la faculté de médecine, la construction de ses bâtiments, leur inauguration, les nombreuses révolutions universitaires et politiques qui ont suivi. Nous avons assisté au début de nombreux médecins et universitaires, suivi leur carrière, mis en lumière leurs conflits, pleuré leur mort. Notre héros, le professeur L'Enfant, est parvenu au sommet des honneurs. Il ne nous reste plus qu'à décrire la fin de sa carrière. L'année 1981 fut une année calme dans le CHU de Myre. La seule grande affaire fut le renouvellement de la commission médicale consultative de l'hôpital. Plus tard, en mai 1982, allait avoir lieu l'élection présidentielle. François Mitterrand conquit de haute lutte le siège tant convoité. La gauche prenait le pouvoir. Elle avait tant proclamé qu'elle entreprendrait des réformes de fond universitaires, que tout le monde attendait celle-ci avec intérêt et même avec espoir. Alexis se disait qu'après tout, la gauche allait peut-être mettre un terme à diverses absurdités réglementaires, à de nombreux passe-droits et à des situations acquises malsaines. C'était en tout cas ce qu'allait répétant son collègue Benet, chantre de la bonne parole socialiste. Notre héros toutefois, auquel la vie avait conféré quelque expérience, craignait un peu que le nouveau pouvoir ne fasse guère mieux que l'ancien et par contre, tente de placer ses partisans en désorganisant l'administration en place. Il craignait en particulier sur le plan local, que le dit Benet n'abuse de ses relations politiques pour améliorer sa position dans le centre hospitalier universitaire, qu'il se fasse attribuer de nouveaux collaborateurs par le ministre appartenant au même parti, qu'il obtienne des crédits supplémentaires, qu'il bénéficie de constructions nouvelles dans l'hôpital et qu'il s'empare de locaux additionnels à la faculté au détriment de certains collègues peu enclins à se défendre. C'est exactement ce qui allait se produire au cours des années suivantes, que nous allons évoquer. Chapitre 1 – Monsieur Mitterrand prend le pouvoir. Dès le début de l'année 1981, Balbazile recommença à harceler Alexis. Il était jaloux de son équipe de recherche, de son rayonnement médical et de son séjour à l'étranger pourtant déjà ancien. Tout s'additionnait pour alimenter une haine féroce. Notre héros n'était pas le seul collègue contre lequel l'irascible bactériologiste dirigeait ses colères, mais il était manifestement son ennemi numéro 1. Le plus petit prétexte servait de détonateur aux explosions du bouillant président de la commission médicale. Cet antagonisme atteignit un sommet lorsqu'un journal parisien publia un classement des meilleurs hôpitaux français, établi sur des bases naïves et incertaines. La comparaison était basée sur l'attribution de notes allant de 0 à 20, avec une précision atteignant le niveau aberrant du 10e de point. L'hôpital de Myre faisait partie des 20 derniers, ce qui provoqua la fureur des collègues locaux. Alexis fit de son mieux pour leur démontrer que ce genre de classement global était dépourvu de valeur scientifique, qu'il ne pouvait être objectif parce qu'un même hôpital pouvait contenir un excellent service de cardiologie et un mauvais groupe de pneumophysiologie, ou l'inverse. Cependant, pensait notre héros, si cette affaire pouvait ouvrir les yeux de mes collègues sur leur niveau scientifique insuffisant, cette tentative de classement serait utile. Le journal avait ajouté quelques lignes sur les équipes de recherche existant dans les hôpitaux de province. Il mentionnait à Myre une seule équipe, celle du professeur L'Enfant. En lisant ce reportage, Balbazile se mit en colère. Il vint trouver Alexis et le couvrit d'injures gratuites, le traitant par exemple de valet des Parisiens. Notre héros, excédé, menaça le bactériologiste, s'il ne cessait ses attaques injustifiées, de faire campagne contre lui lors des élections de la CMC prévues pour le mois de février. Balbazile, incorrigible, explosa. « Ah ! Ah ! Tu me menaces. Tu me fais du chantage. Ah ! Ah ! Tu n'as aucune chance. Je suis le plus fort, je suis le meilleur. Laisse-moi rigoler. Mes électeurs sont les biologistes dont tu ne fais pas partie. » L'élection primaire des délégués avait lieu en effet par collège de spécialistes et,
le président étant ensuite élu par l'ensemble de la commission renouvelée. Balbazil semblait ignorer que le collège des biologistes lui était devenu hostile, car ses membres lui reprochaient de les desservir par ses colères répétées, de manquer de compétences scientifiques et de favoriser ses rares amis de façon exagérée, en commençant par lui-même, au détriment des autres. Pour des raisons voisines, les cliniciens qui s'étaient réunis de leur côté, affirmèrent qu'ils ne voulaient plus du bactériologiste comme président de la CMC. Alexis s'employa à établir la liaison entre les divers mécontents. Sur ses conseils, les biologistes décidèrent de choisir Touchard comme représentant. Notre héros et ses amis avaient fait leurs calculs. Compte tenu des positions déclarées de leurs collègues, Balbazil serait immanquablement battu dès l'élection primaire. Alexis, âme du mouvement de rejet, décida d'avertir Balbazil poliment de sa défaite programmée pour lui donner une chance de se racheter. Le bactériologiste persista dans ses insultes et menaçait. Parvenu au fait des honneurs, il se croyait inaccessible à l'adversité. Alexis n'eut plus aucun scrupule à lui faire barrage. Pendant toute la durée de la campagne électorale, le doyen Bachmann resta silencieux. Il prévoyait l'éviction de son rival et s'en réjouissait par avance car elle accroîtrait sa propre puissance. Dès le premier tour du scrutin, Touchard fut élu en qualité de représentant des biologistes et Balbazil définitivement écarté de la commission. Alexis, élu de son côté comme représentant des médecins, ressentit une réelle satisfaction lors de la proclamation des résultats. Quel amer plaisir de voir un rival s'effondrer, mais sa joie ne dura pas longtemps car une délégation de collègues, Martinez en tête, vint le trouver et lui tint un langage qu'il n'avait pas prévu. « Cher ami Alexis, tu nous as débarrassé de Balbazil qui devenait insupportable, c'est donc à toi que revient l'honneur de prendre la présidence. » L'élection du nouveau président devait avoir lieu lors de la première réunion de la nouvelle commission, une dizaine de jours plus tard, ce qui laissait du temps pour ce choix. Notre héros s'étonna intérieurement contre état d'affaires médical exactement comme s'il s'était agi du gouvernement d'une nation et du remplacement d'un chef de parti par un autre à la tête de l'État. N'existait-il pas d'autres critères de valeur, d'efficacité, que le résultat d'une campagne électorale et d'un scrutin, pour désigner l'homme qui aurait en charge la solution de problèmes hospitaliers complexes, faisant appel à des données humaines, médicales, hygiéniques, pathologiques, psychologiques? Il remercia ses collègues, exprima sa surprise d'avoir été choisi sans être candidat, protesta de son manque de goût pour l'administration, de sa lourde charge de direction d'une équipe de recherche, enfin de la fréquence de ses voyages à Paris pour cause de participation au comité national. Toutes ces raisons lui paraissaient très valables, mais ses collègues étaient d'un autre avis. Ils ne parvenaient pas à comprendre qu'un des leurs ne soit pas animé comme eux par ce désir si habituel de présider des réunions solennelles, de contempler sa propre photographie dans le journal, d'avoir rang de personnalité locale et bien entendu de conduire, de façon occulte ou ouverte, les affaires de son CHU. L'espace d'un instant Alexis sentit que la suite de sa vie allait dépendre de sa réponse. Il pouvait dès ce jour emprunter la voie officielle des honneurs, être appelé Monsieur le Président à longueur de journée, pontifier. En cas de refus, il poursuivait la route sur laquelle il s'était engagé, plus modeste, plus silencieuse, mais tellement intéressante, qui conduisait de réunions scientifiques en travaux de laboratoire, à l'écart des publicités vaines. Les seuls comités auxquels il voulait participer étaient dévolus à la recherche sous toutes ses formes, à condition qu'il s'agisse de vraies recherches. Il refusa de rechef de présider la CMC. La proposition suivante émise par les mêmes ambassadeurs le remplit de surprise. « D'accord, tu ne veux pas occuper les fonctions de président, c'est entendu. Il n'en demeure pas moins que tu as fait tomber Balbazil, et que tu es donc moralement responsable de son remplacement. Aucun candidat ne se manifeste. Trouve-nous un président convenable. » Alexis ne voyait personne à proposer pour occuper ce poste. Il souhaitait quelqu'un de dynamique, de jeune, d'honnête, d'expert en matière de gestion. Rencontrant Chalard qui le félicitait d'avoir débarrassé la commission médicale de son tyran, il exposa à ce dernier, homme de bon conseil, sa perplexité d'être mis en demeure de devenir lui-même président ou de fournir le nom d'un candidat valable. Le néphrologue eut un rire ironique. « Moi, je ne dirais pas non si on me faisait cette proposition, et pourtant j'ai bien d'autres occupations. Refuser le poste, c'est votre affaire.
Je vous souhaite de ne pas regretter ce choix ultérieurement. Vous ne voyez personne pour l'occuper, et vous me demandez mon avis? Souvenez-vous de notre jeune collègue, l'agrégé de rhumatologie, Stéphane, élève de Cassard, qui ne fait pas mystère de son ambition de se lancer dans la politique. Par chance, il est déjà élu à la CMC en qualité de représentant des rhumatologues. Pourquoi ne lui demandez-vous pas de poser sa candidature à la présidence? Celle-ci serait probablement bien accueillie par nos collègues. Le néphrologue méritait sa réputation de sagesse. Il le débarrassait d'un problème encombrant. Notre héros se mit à réfléchir. Le jeune Stéphane était sympathique, poli, avait une bonne réputation professionnelle. Un détail l'arrêta un moment. Ce rhumatologue était un pur produit de la faculté de Myre. Il n'avait jamais quitté celle-ci. Aurait-il l'imagination nécessaire pour faire sortir l'hôpital de ses routines locales, pour le rénover, pour dynamiser ses médecins? Alexis écarta cette considération, car il n'en était plus à raisonner en termes de Myriens et d'étrangers à Myre. Les événements de 1968, l'application de la loi d'orientation, l'âge que prenaient les professeurs, qu'ils fussent ou non Myriens, avaient estompé les problèmes liés à l'esprit de clocher. Par contre, le choix de Stéphane présentait un autre inconvénient potentiel. Il était de notoriété publique que Bachmann et Stéphane formaient une paire d'amis. Occupant les deux postes clés du CHU, ils se conforteraient mutuellement. N'allaient-ils pas s'entendre sur le dos de leurs collègues pour prendre des décisions arbitraires? Alexis se souvenait d'une exclamation de son rival déchu, Balbazile, proférée pendant la période précédant les élections. « Oui, tu me critiques, mais tu ne sais pas que je maintiens l'équilibre face à notre doyen. Si je n'étais pas là, Bachmann t'empoisonnerait bien davantage. » Tous les collègues qu'il consulta le mirent en garde contre l'excès de puissance dont bénéficierait Bachmann dans le cas où Stéphane, son grand ami, prendrait la présidence de la CMC. À tout prendre, Alexis préférait éviter de devenir président et courir ce risque. Il alla donc voir le rhumatologue et lui exposa le but de sa visite, lui proposer d'être candidat à la présidence de la CME. Stéphane lui plut par sa réaction saine. « Cher monsieur l'enfant, comme c'est gentil d'avoir pensé à moi pour occuper ces hautes fonctions. J'en suis touché. Cela me plairait beaucoup d'être président de la CME. Sans me vanter, je crois que je ne ferai pas un mauvais président. J'ai quelques idées d'amélioration ou de réforme du fonctionnement de cette instance. Cependant, il y a une condition. Je ne peux pas être candidat à ce poste sans recevoir l'approbation de mon maître, le professeur Cassard. Il vient à peine de me faire nommer à l'agrégation de rhumatologie. Il a besoin de mon aide dans son service. Si j'étais président, je serais très occupé et je ne pourrais plus le seconder efficacement. Allez le voir et obtenez son accord, sinon, je ne pourrais accepter de me présenter à vos suffrages. » Alexis alla donc trouver Cassard, avec lequel il entretenait des relations cordiales. Dès qu'il lui eut exposé le but de sa visite, le rhumatologue se récria « Malheureux! J'ai eu tant de mal à faire créer ce poste d'agrégé pour mon service, et à obtenir des Parisiens la nomination de Stéphane. Il n'est en fonction que depuis 1 an, et tu viens essayer de me le prendre. Bien sûr, il ferait un excellent président, j'en réponds. Il a toutes les qualités requises, mais si je le perds, mon service sera désorganisé. Non, vraiment non. Je ne peux pas faire ce cadeau à la communauté. » Cette défense véhémente stimula Alexis. Il venait de se faire une très bonne opinion de Stéphane en raison du refus exprimé par celui-ci d'accéder à ce poste qui, visiblement, le tentait, si son patron n'exprimait pas son accord. C'était un indice d'honnêteté, de droiture qui plaisait à notre héros. Il fit donc le siège de Cassard 2 heures durant. De guerre lasse, celui-ci se laissa convaincre et donna son accord. Alexis se précipita à travers les couloirs pour rejoindre Stéphane, qui ne se fit pas prier davantage. Le surlendemain, tout le monde savait, dans l'hôpital de Myre, que le rhumatologue était candidat à la succession de Balbazile, et qu'il avait toutes les chances d'être élu. La semaine suivante, la commission renouvelée se réunit au grand complet. Stéphane posa officiellement sa candidature au poste de président, et fut élu à l'unanimité. Une belle carrière s'ouvrait devant lui. Par la suite, le jeune président, modèle de courtoisie,
multiplia les manifestations de reconnaissance envers le professeur L'Enfant, mais il n'attaqua jamais son prédécesseur. Mieux même, il trouvait toujours le moyen de défendre celui-ci a posteriori. Un collège bien intentionné informa Alexis que le jeune rhumatologue était allé trouver Balbasile, avant de poser sa candidature, afin d'obtenir de celui-ci une sorte d'autorisation. Cette démarche, bien conforme aux mœurs médicales, s'expliquait par le fait que Stéphane avait été naguère interne sous les ordres du bactériologiste quand celui-ci était chef de clinique, et que des liens amicaux existaient entre eux. Le nouveau président manifesta très vite des talents d'organisateur. Les réunions de la CMC débutaient et finissaient à l'heure, les délibérations étaient concrètes et suivies des faits. Alexis était heureux d'avoir fourni à la communauté un excellent président. Sur ces entrefaites, on apprit que Balbasile, désavoué par ses collègues parisiens, avait été forcé de démissionner de la présidence de la section de bactériologie du CCU. Un malheur ne vient jamais seul. Quelques semaines plus tard, au début du mois de mai 1981, s'ouvre la session de printemps de la commission 27 du CNRS. Ses membres se retrouvent avec plaisir dans une salle voisine de celle dans laquelle ils ont tenu leur première réunion. Alexis revoit les bords de la Seine sous un aspect printanier. Les arbres verdoient au soleil, et les bateaux-mouches chargés de touristes font la navette au fil de l'eau. Pisan, le physicien du Sud, est de nouveau absent. Huchot a l'air furieux quand il s'en aperçoit, d'autant que l'excuse invoquée est une fois de plus un deuil familial. Il dit à mi-voix, assez fort pour qu'Alexis l'entende, « Ce sont toujours les mêmes qui sont absents. » S'ils avaient la moindre conscience professionnelle, sachant qu'ils ne peuvent pas faire face à toutes leurs obligations, ils ne devraient pas se présenter au suffrage de leurs collègues. Alexis demande « Comment fait-on pour prendre connaissance des rapports rédigés par un membre de la commission si celui-ci est absent ?» Le président répond « Dans le cas présent, notre collègue a renvoyé par la poste les dossiers au CNRS et j'ai vérifié qu'ils contiennent ces rapports. Je lirai ceci moi-même. » Un progrès notable, au moins en apparence, attend les membres de la commission. La grande table est porteuse de petits boîtiers, en nombre égal à celui des microphones, reliés par des fils rouges ou bleus très apparents, qui donnent une impression de bricolage inachevé, à un volumineux ordinateur situé sur le bureau de la secrétaire informaticienne, à l'extrémité de la pièce. Il s'agit de l'équipement permettant les votes automatiques, annoncé depuis longtemps. Huchot propose d'abord d'écouter la lecture du procès-verbal de la session précédente, établi par le professeur Villot. Cet exposé ne suscite pas de commentaires. Le président, vieux routier, toujours prêt à prévenir les difficultés, dit « Bien. Maintenant, avant de passer à l'étude des dossiers de création ou de renouvellement d'unités de recherche qui constituent le gros morceau du programme de notre session, nous allons faire un essai de notre nouveau dispositif informatique qui est, vous le voyez, enfin installé à nos places. » L'informaticienne donne gentiment quelques explications qu'on entend mal. Elle montre qu'il y a une touche verte pour oui, une touche rouge pour non, enfin une touche de validation indispensable. Très important la validation, intervient Huchot. Au moment où vous appuyez sur cette touche dite de validation, votre vote s'inscrit de façon éphémère sur votre petit écran, au sommet de l'appareil, pour vous permettre de vérifier l'exactitude de l'opération. Il faut valider chaque processus informatique, sans quoi le vote n'est pas enregistré. Notre dévouée informaticienne contrôle l'enregistrement par son ordinateur de toutes les transactions effectuées sur vos boîtiers. Après chaque vote, elle totalise les résultats et les publie immédiatement, en les imprimant sur une feuille de papier qui sert ultérieurement de procès-verbal. Rassurez-vous, le système garantit l'anonymat des votants. Faisons un essai. Je vous propose de voter tous non. Docile, l'informaticienne déclare, le vote est ouvert. Chacun s'affaire avec sa petite boîte, presse les boutons. Au bout d'un moment, la jeune femme annonce « Je vais interrompre le vote. » Est-ce que tout le monde a fini ? Un chargé de recherche proteste « Non, non, pas encore. Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans mon appareil. Regardez là, à droite. Il y a une petite étincelle sur mon boîtier chaque fois que j'appuie sur la touche non et je n'obtiens pas de réponse. » Huchot agacé dit « Les ennuis comment ? Je trouve que ces appareils ont l'air d'être un peu bricolés, un peu précaires. Il doit se produire un court-circuit dans ce boîtier. Mademoiselle,
Vous demanderez au service technique de faire vérifier cet appareil. En attendant, Monsieur Henry, votez sur le dispositif situé à la place voisine de la vôtre qui est restée vacante. L'intéressé s'exécute. La technicienne dit « Je clôt le vote ». À partir de ce moment, vous ne pouvez plus m'envoyer de message. L'appareil va nous donner tout de suite le résultat. Elle pousse une exclamation. Vous êtes 21 votants, j'ai compté manuellement et je n'ai que 18 suffrages. Parmi eux, 2 ont voté oui contrairement à la consigne. Huchot prend d'un air outré. La commission s'abandonne à un long moment de fou rire. Quelqu'un dit « Si certains de nos boîtiers transmettent oui quand nous votons non, de quelle sécurité disposons-nous dans ce mode de vote ?» La technicienne suggère de tout reprendre à zéro. « Bien, dit Huchot, recommençons. Cette fois votons tous oui. » Allez-y. Les membres de la commission répètent les gestes nécessaires, ils commencent à s'habituer. La technicienne annonce « Le résultat est meilleur. Nous avons 19 oui et un non. Il y a encore un vote qui manque. » On entend des rires. « Ne riez pas, dit Huchot. Ce que nous faisons est sérieux. Il faut à tout prix démontrer la fiabilité de notre système de vote. Je pense que l'un d'entre nous a voté à l'envers, sans faire attention. » Madame Labour pousse un cri. « Oui, c'est moi, je suis désolé, j'ai poussé les 2 boutons à la fois. » Bon, dit Huchot conciliant, nous recommençons encore. Faites tous attention quand vous validez car je suppose que le suffrage qui manque dépend d'une erreur de validation. Cette fois, le résultat est de 21 votes non sur 21 votants. Huchot est satisfait. Comme s'il avait attendu que les essais soient achevés, le professeur Namur, directeur adjoint du département des sciences de la vie, fait son entrée. Il vient vérifier si la commission fonctionne correctement. Il échange quelques mots avec le président, rit des déboires rencontrés dans les votes en disant « Le département des sciences de la vie n'est pas responsable des problèmes de fonctionnement de l'informatique. Voyez le service technique. » Les débats commencent. Huchot rappelle que les contrats régissant les unités de recherche sont accordés pour 4 ans. Lorsqu'une unité de recherche atteint 2 ans d'âge, son directeur présente un rapport intermédiaire d'activité à la commission. Celle-ci lui adresse un avertissement en cas d'insuffisance, sans appliquer de sanction. Lorsqu'une unité a fonctionné pendant 4 ans, jusqu'au terme de son contrat, la commission effectue un examen en profondeur de son travail, analyse de très près le volumineux rapport d'activité fourni par son directeur et contrôle la valeur de ses publications. Elle peut renouveler le contrat pour 4 années supplémentaires, ou mettre fin à celui-ci et fermer l'unité. Dans ce dernier cas, les débats sont souvent tumultueux car la fermeture d'une unité est une décision grave, provoquant le désarroi de son directeur et de ses membres. Enfin, une 3e catégorie de délibération concerne les créations de nouvelles unités. La commission, dit Huchot, va avoir beaucoup de travail au cours de la présente session. Elle doit en effet traiter 10 dossiers d'examen après 2 ans, 12 renouvellements et enfin 8 demandes de création dont vous comprenez l'importance pour introduire de nouvelles thématiques dans notre spécialité. Commençons sans plus tarder. La lecture des rapports concernant les unités de recherche ressemble à celle des dossiers de promotion des chercheurs, mais elle prend davantage de temps et elle est plus mouvementée. Les membres de la commission posent davantage de questions, demandent souvent des précisions. On vote après chaque rapport par oui ou par non. Une seule fois, un incident technique se produit, le nombre de votes dépasse celui des votants. La technicienne prend de nouveau son air vexé. On recommence le scrutin et tout rentre dans l'ordre. Un rapport dénonce le travail insuffisant d'une unité, d'où résulte un vote largement négatif. Le secrétaire Villot est chargé d'adresser à ce groupe un avertissement écrit. On passe au renouvellement d'unité, après 4 ans de fonctionnement. D'emblée, un incident se produit. Le directeur adjoint Namur précise sans y être invité « Ne séparez pas l'examen des unités déjà créées, réclamant leur renouvellement, de celui des demandes d'unités nouvelles. » Le directeur des sciences de la vie désire qu'on fasse un interclassement entre ces 2 catégories, afin de susciter des changements plus fréquents. Huchot se fâche. Tous les ans depuis que je fais partie de cette commission, la direction réclame cette fusion. C'est un moyen comme un autre de diminuer notre pouvoir, de diluer notre volonté. Nous ne savons même pas quel est le nombre d'unités qui seront créées cette année.
Nous n'avons aucune raison de fermer des unités qui fonctionnent bien sous prétexte d'en créer de nouvelles. Il y aura 2 créations d'unités pour la commission 27, dit Namur après avoir consulté ses papiers. Eh bien, dit le président, nous mettrons en avant les 2 meilleures demandes de création. Passant outre, il fait procéder séparément à l'examen des demandes de renouvellement. Alexis est rapporteur de 2 dossiers. Il les défend pied à pied, affirme que le travail effectué par ses équipes est parfaitement valable et souhaite leur reconduction. Cette fois, l'appareillage informatique fonctionne convenablement. Alexis avait noté avant les débats que le directeur de l'une des unités dont le renouvellement était demandé, le professeur Loubet, faisait partie de la commission. L'intéressé allait-il voter avec les autres et ainsi se comporter à la fois comme juge et partie ? Lorsque vient le tour de son unité, Loubet se lève et sort. Dans les commissions du CNRS, lorsqu'un membre est directeur d'une unité en cours d'examen, il sort dans le couloir et fume une cigarette ou 2, avec énervement, s'il est fumeur, pendant que les autres écoutent le rapport et discutent de la survie de son groupe. C'est correct de ne pas participer à la discussion et au vote concernant sa propre unité. De toute façon, on devine que les membres restants en séance sont plutôt bien disposés à l'égard de leurs collègues. Ils le connaissent mieux que les autres candidats puisqu'ils siègent à leur côté. Chaque fois à la fin de la discussion, un collègue va chercher poliment l'exclu temporaire dans le couloir et lui glisse dans un clin d'œil. « T'en fais pas, ton contrat sera renouvelé, la commission est d'accord. » Toujours naïf et honnête, Alexis pense qu'il serait préférable de confier l'examen de l'unité de recherche dirigée par un membre de la commission à une autre section de compétences voisines, mais il ne formule pas cette remarque, devinant par avance qu'elle serait mal accueillie. L'heure du déjeuner arrive. Tout le monde se retrouve dans la cafétéria en sous-sol, y fait des rencontres intéressantes, plus accessoirement se nourrit. Les discussions vont bon train. Cette fois, Alexis et ses voisins Montereau et Fudy qui l'ont rejoint, parlent de la difficulté d'être objectif dans l'évaluation des unités. Ils conviennent que la présentation des rapports d'activité influence beaucoup les résultats des votes. Si le rapport est facile à comprendre, s'il est parfaitement lu, d'une voix claire et nette, si la signification des travaux est bien indiquée par leur auteur, si elle est compréhensible même par un profane, si la liste des publications met en valeur quelques titres de revues considérés comme majeurs, le résultat a toute chance d'être positif. Un voisin de table insiste sur la relativité des évaluations. On peut littéralement détruire un dossier, aussi excellent qu'il soit, par des remarques désobligeantes ou par des sous-entendus concernant l'honnêteté des travaux. Huchot, assis à peu de distance, explose. Vos réticences me font penser aux critiques des examens faites par les étudiants en 1968. Bien sûr, il peut se produire des erreurs dans nos évaluations, mais dans l'ensemble, notre système de contrôle est efficace et indispensable. Les laboratoires ne travailleraient plus s'ils n'étaient pas aiguillonnés, tous les 2 ans, par notre examen. Alexis pose une question. J'ai vu que notre collègue Loubet est sorti quand la commission a examiné les résultats de son unité. Participera-t-il au vote de classement final, ou non ? Là encore, Huchot intervient, très présidentiel, il votera normalement. Imaginez que 4 ou 5 membres de la commission soient directeurs ou membres d'unités en cours de renouvellement. Si on les faisait tous sortir pour le vote final, il n'y aurait plus personne pour voter. La séance reprend, plus pénible pendant la période de digestion que dans la matinée. Il fait chaud. Alexis regarde à la dérobée les arbres du quai Anatole France, dont les feuilles s'agitent doucement. En fin d'après-midi, les discussions concernant chaque dossier sont terminées. On a rejeté une seule unité insuffisante, par une nette majorité de bulletins non. Il faut maintenant classer celle dont on vient de confirmer la valeur. Il avait déjà été difficile pour les membres de la commission de s'habituer à une opération simple, comme presser sur un bouton vert pour oui, sur un rouge pour non. C'est dire que l'utilisation des touches numérotées va poser d'autres problèmes. Huchot explique. Nous allons affecter à chacune des 11 unités retenues un chiffre de 1 à 11. Pour voter, vous utilisez votre boîtier. On va le régler sur la position scrutin de liste. Vous verrez sur votre petit écran la mention « Vote pour le premier nom ». Vous appuierez sur les touches correspondant au numéro de l'équipe que vous voulez mettre en tête, par exemple 1 puis 0 pour le numéro 10.
Vous appuierez ensuite sur la touche Validation. Si vous avez bien opéré, la mention Vote pour le deuxième nom apparaîtra sur votre écran. Vous n'aurez plus qu'à recommencer, jusqu'à ce que vous ayez introduit les 11 numéros caractérisant les diverses unités. Si vous vous trompez, vous pouvez appuyer sur la touche Annulation et recommencer votre vote. La technicienne annonce que le scrutin est ouvert. Tout le monde s'absorbe. On ne voit que des têtes penchées sur leur pupitre comme dans une classe studieuse. On entend parfois des exclamations étouffées. Un des collègues s'est trompé. Il est obligé d'annuler son scrutin et de repartir en arrière. Au bout de 20 minutes, la technicienne demande « Avez-vous tous fini ? Est-ce que je peux clore le scrutin et faire apparaître les résultats ? » « Attendez, disent deux retardataires. On n'a pas terminé. Un maître de conférence rencontre des difficultés avec son boîtier. Il annule tout et change de place. Il recommence. Enfin, tous les collègues ont fini de voter. Le scrutin est fermé. La technicienne déclenche le processus électronique de dépouillement, qui prend davantage de temps que pour les votes par oui ou par non. On entend des déclics, un ronronnement. Le disque dur tourne, dit Huchot en souriant. Le résultat s'affiche sur les écrans. Alexis est satisfait. Le classement final correspond au sien et les équipes qu'il défendait occupent les premières places. Quand on a fini, le soir tombe. Huchot dit « Il nous reste à examiner les demandes de création d'unités qui sont au nombre de 8. Notre directeur adjoint nous a dit ce matin qu'il y aurait 2 créations. Comme nous avons refusé le renouvellement d'une de nos unités, nous pourrons attribuer 3 places. » Namur fait de grands gestes de dénégation, rien n'est moins sûr. La direction des sciences de la vie se réserve d'affecter à une autre commission les crédits libérés par la suppression d'une unité. Nous sommes obligés d'assurer un équilibre entre les diverses disciplines. On ne va pas recommencer à se chamailler, bougonne Huchot. Je maintiens le nombre de 3. Nous examinerons ces candidatures demain à 9h30, ici même. Si les débats se passent bien, nous pouvons espérer terminer à midi ou en début d'après-midi, afin de vous laisser courir vers vos trains ou vers vos avions à destination de la province. À demain. Le lendemain, les débats reprennent, toujours de la même manière. Alexis trouve le temps long. On parvient à un classement qui satisfait tout le monde. Les 3 meilleurs, indiscutables, occupent les premières places. La séance est levée. Il est 13h. Les uns se dirigent vers le réfectoire, les autres disparaissent dans les rues avoisinantes. Notre héros, de son côté, se dirige vers la gare de l'Est. Lorsqu'Alexis revenait à Myre, après chaque session du comité national, il se sentait différent, un peu plus parisien, un peu plus scientifique, un peu plus chercheur. Il se disait avec tristesse que l'essentiel du temps d'un professeur d'université à Paris comme à Myre est occupé par des discussions théoriques autour d'une table avec d'autres collègues, dans les commissions, conseils, CCU, comités du CNRS et bien d'autres. Quand on se consacre à ces fonctions de représentation, le contact avec les malades ou avec les laboratoires se fait rare. Comment s'étonner, dès lors, que les professeurs acquièrent rapidement une mentalité de théoriciens éternellement assis devant leur bureau. Notre héros aimait de plus en plus ce métier de théoricien, mais se disait que son devoir lui imposait tout de même de se préoccuper des problèmes pratiques liés à ses fonctions. Il décida de consacrer en priorité son temps passé à Myre à la gestion de son unité de recherche, qui le passionnait et lui servait de garantie de compétences auprès de sa commission du CNRS. Maillan, sans négliger la recherche, s'occupait avec sollicitude des malades hospitalisés. Paccard poursuivait ses efforts dans tous les domaines et devenait de plus en plus indispensable. Alexis envisageait sa promotion à l'agrégation dans les plus brefs délais. Navidzi collaborait toujours étroitement avec l'unité de recherche, mais il manifestait de plus en plus clairement le désir de retourner à Paris, fatigué qu'il était de côtoyer Balbazile. Il avait eu la courtoisie de prévenir Alexis, et de lui promettre qu'il poursuivrait ses multiples collaborations avec lui malgré leur éloignement relatif, s'il parvenait à revenir dans la capitale. Alexis n'hésita pas à aller conférer de ce sujet important avec Bachmann, en rappelant à ce dernier qu'en sa qualité de doyen,
Il avait garanti naguère le retour ultérieur à sa discipline du poste de pathologie médicale prêté à Balbazil à l'époque où lui-même ne disposait pas de candidat à cet emploi. Il s'ensuivit une réunion houleuse, à trois, Balbazil les ayant rejoints. Bachmann reconnaissait qu'il avait encouragé cet échange, mais il ne disposait pas de poste libre à rendre à notre héros. Ce dernier proposa d'aider Navidzi à trouver une place dans un CHU parisien, à la condition expresse qu'on lui restitue le poste d'agrégé de pathologie qu'occupait celui-ci. Il pourrait ainsi présenter Paccard au prochain concours d'agrégation. Ce départ de Navidzi mettrait un terme aux disputes perpétuelles entre les deux bactériologistes. Balbazil était d'accord pour laisser partir son collaborateur. En réalité, il était ravi de s'en débarrasser, mais il voulait garder son poste d'agrégé de bactériologie car il disposait, disait-il, d'un excellent candidat pour le remplacer et avait trop de travail dans son service pour rester seul professeur. « Je vous comprends tous les deux », dit Bachmann, jouant avec le plus grand sérieux le rôle de médiateur incorruptible. La seule solution serait qu'un poste de pathologie médicale supplémentaire nous soit attribué. Je vais prendre la tâche du ministère, afin de trouver une solution à cette affaire. En attendant, la proposition de Monsieur L'Enfant de contribuer au départ de Navidzi vers Paris me paraît intéressante. Que peux-tu faire dans ce sens, cher collègue ? Depuis l'année précédente, Alexis et Bachmann, dont la différence d'âge n'était pas si grande, se tutoyaient. Notre héros promit de faire agir quelques amis parisiens. Effectivement, un poste de bactériologiste était vacant dans l'un des CHU du nord de la capitale. Il fallut toutefois que notre héros usât de toute son influence et de ses talents de persuasion pour faire accepter Navidzi, auquel était attachée l'image d'un révolutionnaire bouillant interpellant les grands maîtres de la médecine du haut des gradins de l'amphithéâtre Farabeuf pendant les séances du CCU. Enfin, le marché fut conclu et les Navidzi quittèrent Myre. Les L'Enfant regrettèrent longtemps ses amis plus jeunes qu'eux, pleins de dynamisme, d'élégance et d'esprit parisien. Alexis se rendait compte que le départ de son associé bactériologiste allait diminuer l'efficacité de son équipe de recherche, et lui serait reproché quelques mois plus tard lors de l'évaluation de ses travaux par le CNRS. Bachmann parvint à obtenir du ministère la création d'un poste de professeur agrégé pour le service du professeur L'Enfant. La voie royale s'ouvrait pour Paccard. Rien ne s'opposait à ce que Balbazil gardât le poste attribué à son service, et y fit nommer le candidat qu'il souhaitait. On ne tarda pas à apprendre qu'une collègue appartenant à la faculté de médecine de Rennes, Madame Schuck, allait être mutée à Myre en remplacement de Navidzi. Balbazil affirmait qu'elle était remarquable, et qu'il n'aurait jamais de problème avec elle. Le bactériologiste cultivait le paradoxe en faisant de nouveau venir dans son service un collègue étranger à Myre, et qui plus est, cette fois, de sexe féminin, lui qui ne s'était jamais signalé par des sentiments féministes. Alexis prévoyait que la lune de miel entre ces bactériologistes ne durerait pas. Sur ces entrefaites, on apprit que Balbazil venait enfin d'obtenir sa nomination dans l'ordre de la Légion d'honneur, ce qui mit un peu de baume au cœur de l'ex-président. Les autorités hospitalières offrirent une magnifique réception en l'honneur de l'heureux chevalier, dans la salle des fêtes du centre hospitalier. Le maire communiste présidait la cérémonie, bien que ses convictions politiques fussent pour le moins opposées à celles du récipiendaire. Dans ces circonstances honorifiques, les Myriens se retrouvaient ensemble comme un seul homme. Tous les médecins du CHU étaient invités à la cérémonie en l'honneur de Balbazil, avec leurs épouses, Alexis et Rosine comme les autres. Il eut des discours dithyrambiques, qui agacèrent un peu notre héros. Sa femme lui dit « Je sens que tu es jaloux ». Il ne trouva rien à répondre. Le champagne coulait à flots. L'espace de cet après-midi, Balbazil se fit presque cordial. « Tu vois, dit-il à Alexis, finalement, tu m'as rendu un grand service en faisant partir Navidzi. Je ne t'en veux plus. » Le bruit courait que le bactériologiste était malade. Désagrément qui pouvait expliquer ses fréquents accès de colère. Il aurait été opéré d'urgence au cours d'un de ses voyages. Malgré les perspectives de changement politique, les activités universitaires se poursuivaient de façon routinière. Seule innovation depuis longtemps, le ministère fit adopter in extremis par les députés une modification intéressante de la loi d'orientation.
Le nombre d'étudiants devant siéger au conseil serait calculé désormais chaque année en fonction du total des votants appartenant à leur collège. Les pouvoirs publics s'apercevaient enfin que les étudiants se désintéressaient des élections au conseil, et que leurs délégués souvent ne représentaient plus que eux-mêmes. D'après les nouvelles dispositions, si 50% seulement des étudiants d'une année avaient voté, leurs représentants au conseil seraient au nombre de 2 au lieu de 4. Les modalités du calcul étaient tellement complexes qu'il fallut par la suite faire régulièrement appel, pour dépouiller les élections en toute légalité, aux juges des tribunaux d'instance. Cette disposition nouvelle avait reçu la bénédiction du SNE-Sup, désireux d'accroître les pouvoirs de ses membres enseignants-chercheurs. Dans un domaine plus personnel, Alexis apprit avec plaisir, au début du mois de mai, son accession à la classe exceptionnelle des professeurs. Un de ses amis, membre du comité consultatif, lui téléphona confidentiellement cette bonne nouvelle le soir des délibérations en lui disant plaisamment « Tu es exceptionnel depuis cet après-midi ». Alexis pensa d'abord que sa promotion avait été facilitée par son beau-père, mais il se souvint que Hochkorn approchait de l'âge de la retraite et ne faisait plus partie du CCU. Il pensa qu'on récompensait son mérite en dehors de toute influence familiale, et en fut à la fois reconnaissant et soulagé. Le fait d'être professeur de la classe exceptionnelle, outre le léger avantage financier qu'il procurait, était au plus haut point honorifique. L'élection présidentielle était prévue pour les mois d'avril et mai 1981. Le résultat était assez facile à prévoir. La gauche avait le vent en poupe. Les intellectuels sentaient que le président sortant, Valéry Giscard d'Estaing, était en perte de vitesse depuis des mois, en raison de campagnes de presse bien orchestrées basées sur quelques maladresses de ce chef d'État, en particulier une malheureuse affaire de diamants offert par un monarque africain. La majorité des universitaires avait pris position pour son grand rival, François Mitterrand, qui avait réorganisé magistralement le Parti socialiste. Les professeurs de médecine, plus conservateurs que les autres, étaient pour la plupart hostiles à cette candidature, mais ils ne se faisaient guère d'illusions sur les chances du président sortant. Ils redoutaient avant tout certains passages du programme commun de gouvernement publié par le candidat Mitterrand, qui préconisait la suppression de leur clientèle privée. Alexis était partagé entre un grand désir de renouveau, de modernité, qui lui donnait envie d'élire le candidat de gauche, et la crainte que les réformes ne constituent qu'une apparence, destinée à couvrir la prise du pouvoir par une génération politique nouvelle d'arrivistes acquis aux idées marxistes professées pendant la Révolution de 1968, mais capables d'oublier celles-ci quand leurs intérêts personnels ou leur carrière étaient en jeu. Notre héros craignait l'instauration d'un règne de passe-droit au bénéfice de la faction dominante. Il n'ignorait pas que beaucoup de jeunes ambitieux, souvent formés dans les cercles conservateurs, s'étaient précipités vers le nouveau Parti socialiste dans le but évident de récolter des positions juteuses, les carrières politiques proposées au sein des partis de droite étant depuis longtemps ralenties pour cause de saturation par les gens en place. Alexis souhaitait l'adoption de réformes de la société française, qu'il jugeait indispensables, mais il n'était pas persuadé que les socialistes fussent capables d'accomplir ces changements majeurs. Il craignait que les réformes introduites par le gouvernement socialiste n'améliorent pas davantage le fonctionnement des universités que celles qui suivirent la Révolution de 1968. Le candidat Mitterrand avait rédigé ses intentions sous la forme d'une déclaration en 100 points. Alexis s'était efforcé de la lire. Il ne redoutait pas pour lui-même les effets de la suppression des clientèles privées hospitalières, puisqu'il n'en avait jamais eu. À ce sujet, il souriait des discours de Bennet en campagne électorale permanente, qui pourfendait verbalement les bénéficiaires de ces clientèles. Il savait de source sûre que le jeune révolutionnaire avait lui-même bénéficié de ce système pendant longtemps. Ce n'était pas la première fois que les paroles du tribun de la faculté s'opposaient à ses actes. Enfin vint la date tant attendue des élections présidentielles. Mitterrand, en position favorable dès le premier tour, fut élu au second avec un point d'avance. Alexis ne savait toujours pas s'il devait se réjouir ou s'inquiéter. Il se disait « On va voir si le grand changement apporte à notre pays davantage de justice sociale et de bien-être et surtout s'il nous permet enfin de réaliser une université plus efficace, plus honnête, plus fraternelle, plus moderne. » Peu de jours après l'élection présidentielle,
Il avait rendez-vous avec Bachmann pour une raison administrative banale. Naturellement, le doyen et lui ne purent éviter d'évoquer le changement de président de la République. « Voici venir le temps des copains et des coquins », dit le doyen, qui répétait une phrase prononcée quelques jours auparavant par un homme politique en vue. Les bruits les plus fous commencèrent à circuler. La bourse s'effondrait. Les capitaux fuyaient le pays. Certains bourgeois prévoyaient un avenir catastrophique, la prise du pouvoir par l'extrême gauche, la réalisation des objectifs des révolutionnaires de mai 1968. De son côté, Palamède affirma à Alexis qu'il avait entendu dire, dans les couloirs du commissariat à l'énergie atomique de Saclay, où il avait ses entrées en sa qualité de physicien, que Mitterrand n'en avait que pour 1 an à vivre, qu'il était atteint d'un cancer grave pour lequel on le soignait en Suisse par radiothérapie. Alexis crut d'abord cette information parce qu'elle provenait d'un ami sérieux, puis, les années passant et le président restant solide à son poste, il la tint pour le prototype des bobards ridicules. Ce n'est que beaucoup plus tard, lorsque le cancer du président devint officiel, qu'il reconnut la valeur du tuyau fourni par son ami. 2 mois après l'élection de François Mitterrand, les élections législatives anticipées consacraient le succès de l'union de la gauche. 4 ministres communistes entraient au gouvernement, parmi lesquels Jacques Ralite, ministre de la Santé, qui avait des attaches dans une ville voisine de Myre où son frère dirigeait une entreprise d'ambulance. Le ministre de l'Éducation était Alain Savary, vieux routier du Parti socialiste dont le projet politique consistait avant tout à mettre en tutelle l'enseignement libre. L'université ne semblait pas figurer dans le champ des réformes immédiates. Seule innovation, le terme nouveau d'enseignant-chercheur avait fait son apparition dans les discours des hommes politiques et se généralisait. Il faisait fortune dans les médias. Il ne signifiait en lui-même pas grand-chose, mais procédait d'une évidente volonté de fondre tous les enseignants œuvrant au sein des universités dans un même corps monocolore. Bien entendu, le syndicat autonome s'élevait avec véhémence contre cette dénomination nouvelle. Les premiers signes du changement prirent des formes ponctuelles et personnelles. Certaines personnalités proches du parti au pouvoir furent récompensées les premières, ce qui ne surprit personne. On apprit ainsi que Benet venait d'être nommé conseiller du ministre de la Santé publique. Des mauvaises langues ne tardèrent pas à affirmer qu'une voiture officielle, accompagnée par 2 motards, venait très souvent chercher le nouveau conseiller à l'hôpital de Myre et le conduisait à grande vitesse à Paris, au ministère de la Santé, afin qu'il puisse y exercer ses hautes fonctions. On ne précisa pas à Alexis combien de fois par semaine se répétait ce petit manège coûteux pour le contribuable. Ah, se dit-il, la France est riche. Benet, homme de terrain, pourrait donner au ministre des conseils pratiques et efficaces pour améliorer le fonctionnement de nos hôpitaux. Ainsi, il ferait œuvre utile en dépit de ma méfiance à son égard. En outre, il fera entendre à Paris la voix de l'hôpital de Myre trop ignorée. Il s'agit d'une innovation intéressante. Une autre nouvelle concernant Benet ne tarda pas à circuler dans les couloirs du CHU, celle de sa nomination en qualité de professeur titulaire d'histologie et chef d'un service hospitalier créé pour la circonstance, en remplacement de Lazurie, muté à la faculté des sciences de Paris. Le ministre des Universités n'avait apparemment rien à refuser à un conseiller de son collègue de la santé. Il le faisait passer de la discipline d'anatomie pathologique à celle d'histologie, à la surprise générale, car on n'avait jamais vu jusque-là de mutation entre ces 2 disciplines. Il existait de longue date une rivalité profonde entre les 2, sans doute parce qu'elles sont voisines. Elles utilisent les mêmes techniques de microscopie, la première pour étudier les tissus malades et la seconde, les tissus sains. Le comité consultatif, sollicité avec insistance par le ministre, donna de justesse son accord. La nouvelle affectation de Lazurie posait aussi un problème juridique. Il quittait la médecine pour les sciences. Nommé dans une faculté des sciences, Lazurie riquait de perdre le bénéfice de son statut. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.